Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure d'une nouvelle histoire de Patrick. Un format qui a bien marché. Salut Patrick, ça va? Très bien, très bien. C'était marrant de voir un peu la réaction des gens. Ouais, c'était ouf. C'était ouf. Les gens ont bien aimé ce format, donc on le refait spécialement pour vous parce que ça vous a fait kiffer. Puis Patrick a des nouvelles histoires. Des vraies histoires, des histoires du passé. Des true stories. Et ce qui est marrant, c'est que la dernière fois, sur la dernière vidéo, les gens commentaient beaucoup sur le fait que je te coupe. Ouais. J'ai eu le droit à 2-3 mais ferme ta gueule, ce qui n'est pas très gentil. C'est pas gentil. Ce qui est pour le coup un peu méchant pour le coup. Très gentil. Et Isafax, qu'on a un délire entre nous, c'est que j'ai un côté un peu Jean-Jacques Bourdin. Alors, qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Pour rentrer dans la pièce, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, Kian Kojandi, je vais pas y aller par quatre chemins. N'y allez pas par quatre chemins, alors. Hein. Surtout pas. Alors, Et je vous le dis en vous regardant dans les yeux. Mais regardez-moi dans les yeux, dites-le moi. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on a un délire comme ça depuis 15 ans qu'on se connaît. Et c'est pour ça que le format fonctionne aussi, parce qu'on est toi et moi. Mais oui, c'est ça qui est marrant. Face à face. On rigole. Le but, c'est de se marrer, donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien et aucun Patrick n'a été malmené ou blessé dans l'ancienne vidéo. Et vraiment, je remercie la majorité des auditeurs hyper sympas qui ont adhéré au format et puis qui adhèrent à l'émission. Et je remercie Kian, je remercie l'équipe que vous voyez pas mais qui déchire. C'est vrai. Et Patrick, alors toi, t'as un album qui est en préparation? Un album, des singles, ouais, je vous invite à aller voir un petit peu. Sur Instagram, on peut savoir Ouais, Pierre FR, bien sûr. N'hésitez pas aussi sur Spotify à écouter mon single Next Day. Ok. Ma chanson préférée, forcément. C'est pas une chanson de Queen, c'est vraiment la tienne, quoi. C'est la mienne, tout à fait, c'est la mienne. De toutes les chansons qui ont été faites dans le monde, c'est la tienne la préférée? Ouais, bizarrement, ouais, c'est celle que j'ai fait que je préfère, donc allez l'écouter, vous me direz ce que vous en pensez. Okay. C'est une bonne façon d'aimer son travail. Patrick, je crois que c'est l'heure d'une nouvelle histoire. Nouvelle histoire, ouais. Patrick? Oui? On y va. Ok. Alors, déjà, je voulais revenir un peu sur le concept du Tug Move. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est dans mes histoires, les histoires de Patrick, et dans ma vie, il n'y a pas que des Tug Move. Et cette attitude de Tug Move, c'est en fait l'attitude d'un gars sensible, qui se fait un peu écraser, qui se fait un petit peu avoir. Rappelons un peu ce que c'est que le Tug Move. Le Tug Move, c'est la personne gentille, la personne simple, la personne qui est acculée, qui n'en peut plus, et qui va passer sa gentillesse, casser ses codes d'honneur pour mettre ce qu'on appelle un coup de pression et mettre ses couilles sur la table. Tout à fait, c'est le coup de pression. C'est ce qu'on appelle le coup de pression, communément, le coup de pression. Qui peut être un peu violent, qui peut être un peu brusque, agressif, mais qui vient souvent, encore une fois, des insécurités. Ouais. Voilà, la violence, surtout chez les hommes, mon psy m'en a parlé, ça vient de l'insécurité. Donc voilà, et justement, moi, mon insécurité, j'ai mis du temps à le comprendre, mais elle venait d'une chose très simple, c'est que j'ai pas connu mon père. Mon père est algérien, il a rencontré ma mère quand elle était jeune, ils ont eu une magnifique histoire d'amour, ils ont fait 2 enfants et puis ils se sont séparés. Moi j'étais très petit et on n'a plus trop eu de nouvelles. 2 enfants et toi du coup? Quoi? Lequel? Il en manque un. Et du coup voilà, je me suis construit comme plein de gens, et là évidemment je m'adresse avant tout aux gens qui ont grandi dans une famille monoparentale, ils savent ce que c'est, le manque, le déséquilibre, et au quotidien on le paye, qu'on le veuille ou non. Il y a des codes qu'on ne comprend pas, il y a des attitudes qu'on a du mal à cerner, et ça se transforme souvent en complexe, tu vois, et parfois en agressivité, parce qu'on a peur de se faire bouffer, parce qu'on a peur du monde qui nous entoure. Comment tu sais que tu as un manque dans ta vie? En regardant les autres? Alors, comme je te dis, ce qui se passe, c'est que quand tu es enfant, tu te le formules pas. Ta vie, c'est ta vie, tu te poses pas des questions existentielles quand tu es petit. Par contre, tu interagis déjà avec les autres. Et tu vois bien qu'il y a des familles où ça se passe super, où les enfants sont nickel, ils travaillent bien à l'école, ils se comportent bien, les activités, ça se passe bien. Moi, c'était un peu tout le contraire. C'est l'histoire simple d'un jeune cancre. La cocaïne, la drogue, dure. La prostitution. C'est horrible, t'imagines. Tout ça en même temps, tout ça en même temps. Mais blague à part, BAP, comme on dit, j'ai pas mal subi ça. Et j'ai mis du temps à le cerner et je m'en suis sorti. Au final, aujourd'hui, ça va complètement. Parce qu'à un moment, on devient adulte et on a chacun nos histoires. Et la souffrance n'est pas quantifiable, ça c'est très important de le savoir. Chacun a ses histoires, ses petits squelettes dans le placard et tout, on connaît. Et moi c'était ça, moi tout vient de là en fait. Tout vient du fait que j'ai pas connu mon père, que j'ai dû me construire sans lui, clairement. Ma mère m'a porté à bout de bras, elle a essayé de faire comme elle a pu. Mais à un moment, ça m'a taraudé. Quand j'avais 20-25 ans, j'ai commencé à y penser. Tu sais, dans la dimension justement psychologique, où je commençais à prendre conscience un petit peu du monde et de ce qu'il fallait faire pour avancer. Et j'ai décidé d'aller le chercher.
On est en 2005. En 2005, on est 5 ans après la fin de la guerre civile algérienne. Comment on la situe en France? C'est les attentats de Saint-Michel. C'est la prise d'otage de l'avion à Marseille, à Marignane, il me semble. Khaled Kelkal. Vous vous rappelez ce nom, peut-être notre génération, Kian, je ne sais pas si tu te souviens. Bref, des noms qui faisaient peur. Parce qu'en Algérie, nous, on voyait que la partie émergente de l'iceberg, mais en Algérie, la population, elle souffrait un martyre. Et c'était extrêmement grave. Et elle s'est libérée d'elle-même. C'était une guerre civile. Et au final, le peuple a gagné. Le peuple a repris le contrôle. C'était magnifique. La guerre civile algérienne... Ouais, je connais pas grand-chose, moi. Bah voilà, parce qu'on passe à côté. Mais l'histoire de l'Algérie est intimement liée à l'histoire de la France. C'est essentiel de le dire. Et dans mon histoire, c'est essentiel de le comprendre. Parce que du coup, j'ai pris conscience un petit peu de toute une dimension de ma vie que je connaissais pas. De la vie de mon père, du passif de mon père, qui était donc un Algérien, ancien combattant de la guerre d'indépendance, guerre des années 60, qu'on connaît tous là par cœur. Et voilà, j'étais venu chercher tout ça. En plus, je commençais le théâtre, j'avais besoin de nourriture, tu vois, un petit peu. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir mon père, je vais aller le rencontrer. Et on va voir ce qui se passe. Tout le monde me le déconseillait, l'Algérie c'est chaud, tu devrais pas y aller. C'était donc 5 ans après la fin de la guerre civile, hyper violente, vraiment hardcore. Montée de l'islamisme radical et tout. Vraiment une période vraiment noire. Je décide d'y aller quand même. J'en parle à personne. Il n'y a pas de contre-indication de l'État français qui te dit de ne sais pas. Aucune. Non. Parce que beaucoup d'amis algériens me disent l'Algérie c'est beau, c'est magnifique, il faut visiter l'Algérie. Tout à fait. C'est ce que mes amis algériens me disaient et j'ai fini par être invité au moment de l'Aïd. Tu vois, j'ai été invité pour l'Aïd. La fête. Voilà. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est le moment. Avec moi, je prends mon frérot que tu connais. On va l'appeler Jean-Jacques, on va pas dire son vrai prénom. Jean-Jacques, qui pour le coup n'est pas un vrai prénom de frérot. Non, c'est pas un vrai Jean-Jacques. On peut pas dire, les gars, je suis avec mon frérot Jean-Jacques, on est là, tranquille au Zénith. On juge pas, tu vois, mais... Moi, je juge pas. Mais bon, c'est pas un vrai Jean-Jacques. C'est pas un vrai Jean-Jacques. Voilà, c'est un nom d'emprunt. C'est un alias pour le format. Bref, on y va. J'en parle pas à ma mère, j'en parle à personne. J'y vais avec mon frérot et j'y vais avec mon pote algérien qui nous avait invités dans sa famille pour faire la fête, tu vois. On arrive à l'aéroport d'Alger. Son père vient nous chercher. Kia Picanto, tu vois, petite caisse avec laquelle tu fais genre 6 heures de route et tout va bien. Ça vrombit dans tous les sens, mais c'est fun, tu vois. C'est le bled. J'arrive au bled, clairement. El Bledi. Magnifique. Donc direct, on était dans l'ambiance, le sourire, on voit que ça va, les gens ils sont souriants, c'est la teuf, tu vois, la veille de l'Aïd, vraiment c'était vraiment la veille. On arrive dans la TES de mon pote, il y a beaucoup de TES en Algérie, mais en fait c'est résidentiel. Et les cités françaises ont été construites sur le modèle des cités algériennes, faut le savoir. Ah, j'ignorais ça. Voilà. Et du coup, voilà, on arrive dans la TES de mon pote, qui était donc sa résidence. À la base, une cité, c'était un beau projet. Oui, c'est ça, mais c'est un quartier résidentiel. À la base, c'était des quartiers résidentiels qui n'ont vraiment été délaissé dans tous les sens. Oui, mais ça a été caricaturé en fait. Oui. Ça a été caricaturé. La version française, au fur et à mesure, il n'y avait plus la cité, il y avait plus la vie de la cité, tu vois, un petit peu à la grecque finalement, tu sais. Ouais, ça, j'avoue. On arrive, c'était Bledi quand même, c'était canon, tu vois. On arrive dans l'appart de mon pote, petite terrasse. Sur la terrasse, un énorme mouton, tu vois, qui était prêt à faire la teuf, tu vois, si on peut dire. On se couche tranquille, on dort. Déjà, c'était marrant, bonne ambiance, le thé, la famille, trop sympa, tu vois. Le lendemain matin, à l'aube... Si je peux me permettre, ouais. Dans toutes les familles orientales, on est toujours accueillis de manière aussi chaleureuse que ça. Que oui, ce soit dans en Iran, en Algérie, t'as bien vu. Bien sûr, on est toujours accueillis à bras ouverts. Ouais, magnifique. S'il y a à manger, pour moi, il y en a 2 fois plus pour toi. C'est un peu ça. Et puis on avait des couchages qui étaient préparés. Les parents savaient qu'on arrivait. La bienveillance, l'accueil, l'hospitalité. Ouais. Le lendemain arrive, on était fatigués et à l'aube, on entend des bruits de moutons. Le lendemain arrive. Non, je plaisante, les gars. Je vais pas le couper. Je plaisante. Le lendemain arrive, Patrick Pierre. Le lendemain arrive, on entend des bruits de moutons, mais des moutons de l'enfer, là, tu vois. Vraiment, c'était pas des moutons joyeux. Clairement, c'était la fin. Et on n'était pas là pour juger, tu vois. C'est la culture, c'était vraiment cool, tu vois. C'est la tradition. Ce moment passe, on cuisine, on fait les brochettes, le truc et tout. On passe un Aïd de fou. Après, les darons font des plats délicieux. Tu le manges pendant une semaine et tout. Canon. L'Aïd El-Kibir, vraiment, faut l'avoir vu. C'est folklorique, c'est grave folklorique. Et puis ça... Moi, j'avais adoré, j'en garde un très bon souvenir. C'est un peu la nouvelle année. Et donc, le lendemain,
On prend la route, on devait aller, moi j'avais quelques infos que ma mère m'avait données, mon père il est de Barika, c'est une ville qui est dans les Aurès, tu vois, dans les montagnes, encore à 6 heures de route d'où on était, l'Algérie c'est très très grand. On prend la caisse, le daron de mon pote qui connaissait mon histoire, il avait décidé de nous accompagner, donc on reprend la Kia Picanto, 6 heures de route et on va à Barika. On arrive à Barika, dans la rue, il demande à des gens, Zoubir, le nom de mon oncle, on a cherché mon daron par mon oncle, un médecin de Barika, c'était les infos que moi j'avais de ma mère qui dataient genre de 30 piges, tu vois. Ah oui, donc non mais c'est un vrai pari alors quand t'arrives là-bas. Voilà, totalement. J'étais pas du tout sûr de le retrouver. Je voulais aller en Algérie pour me faire un délire et je me suis dit tiens, je vais viser, je vais essayer de chercher mon daron. C'était une petite quête, mais sans trop y croire. J'allais voir, j'avais pas de faux espoirs ou je ne sais quoi, tu vois. Incroyable. Et plus incroyable encore, on arrive à Barika. Le daron de mon pote, il demande dans la rue, 1, 2, 3, 4 personnes. En 4 personnes, téléphone arabe, on savait où était le médecin Zoubir qui officiait dans un bureau. Pour le coup, c'est le vrai téléphone arabe. L'authentique téléphone arabe. L'authentique téléphone arabe. Et on était genre, c'était un magnifique, c'était incroyable. Et on arrive dans le cabinet du médecin Zoubir. Ce qu'on appelle le smartphone arabe. Complètement, ouais. On arrive dans le cabinet donc, de ce médecin. On commençait à y croire. On trouvait ça ouf, la pression est montée un petit peu, j'étais venu chercher des émotions, tu vois. On attend dans la salle d'attente, le daron de mon pote, il parle à la secrétaire, qui va voir dans le cabinet, et en ouvrant la porte, le daron de mon pote, il regarde dans le cabinet, et il se retourne vers moi, il me dit « Ouah, la vache, il te ressemble de ouf !» Et je fais « Ok ». Là, il se parle, j'entends ça parle en rebeu, moi je parle pas du tout rebeu. Il sort du cabinet, le gars, et là je vois mon oncle, Zoubir, qui me ressemble de ouf, tu vois, en vrai encore plus que mon père, et on hallucine. Lui, il croit qu'il voit un des fils de mon père, car évidemment mon père a refait sa vie, il a d'autres enfants, j'ai découvert après et tout. Il pensait que j'étais un fils de mon père. Il commence à me parler en arabe. Je lui dis je parle pas arabe. Et il me dit, il me parle en français, il me fait ah ouais ça y est, t'habites en France, tu parles plus arabe. Et je lui dis je suis le fils de Sylvie. Je suis le fils de Sylvie, je lui dis. Et là je vois il ouvre grand les yeux, grand silence dans le cabinet. Je vois la mémoire, c'est qu'il l'attrape, qu'il lui, il n'avait pas prévu rien de tout ça, jamais, tu vois. Il m'a jamais connu. Ma mère le connaissait, mais moi, j'étais pas encore né, donc c'était... Mais il connaissait l'histoire, bien sûr. C'était une très belle histoire d'amour. C'était une histoire d'amour magnifique. C'est ça, moi, un peu qui m'a guidé quand même dans le déséquilibre père-mère, tu vois. Je savais qu'il y avait eu... Je savais que j'étais un enfant qui venait d'une histoire d'amour magnifique, et finalement, ça m'a permis quand même d'être bercé dans un truc, quoi, tu vois. Et je lui dis, je suis le fils de Sylvie. Il me regarde dans ses yeux, genre, la machine mémoire, le temps qui revient. Je vois, il commence à être ému. Parce qu'il se dit genre ouais mais c'est un truc de ouf, il comprend le voyage, le périple et tout. Moi pareil, en face, en plus on se ressemble de ouf. Grosse émotion dans le cabinet. Il me dit viens, il arrête ce qu'il était en train de faire. Il est en train d'opérer un mec à cœur ouvert, voilà. Je crois. Il a dit non. Basta, il s'est barré. Voilà. Mais il m'emmène au premier. Il avait. Non attends, c'est la famille là. C'est la famille. Non j'ai pas le temps, j'ai plus le time. Il m'amène dans son appartement, il habitait au-dessus de son cabinet. Il me présente sa femme, ses filles, tout le monde était là pour l'Aïd, tu vois. Ses fils aussi, les petits-enfants et tout, pure ambiance familiale, plein de gens. Il leur parle en arabe, il leur raconte qui je suis, le fils de Sylvie. Mon deuxième prénom, c'est Karim. Mon premier prénom, c'est donc Patrick. Et lui, tout de suite, il m'a appelé Karim, tu vois. Et il en parle, Karim. Dans tous les sens, j'entends Karim. Et je vois les gens, ils me regardaient comme ça, sa fille, son fils et tout. Ils hallucinaient, le grand sourire. Et je leur dis, ah ouais, ça y est, bah, ils parlent français pour la plupart. Mon oncle parle très bien français, il a fait ses études en France. Il parle un français châtié, tu sais, un peu comme les dignitaires africains. Il dit n'est-ce pas ? Ouais, beaucoup. N'est-ce pas ? Ça, il y a des trucs. Et plein de mots de 3, 4, 5 syllabes. Comment dirais-je ? Parce que mon père iranien faisait ça aussi. Ils arrivaient, ils avaient appris des français très châtiés, ils apprenaient ça. C'est classe. Et moi, je commençais à lui dire ah ouais, c'était dur, ah oui, grandir sans son père et tout machin, c'était dur. Je commence à en parler. Et là, genre, ce que j'étais venu chercher, une émotion, tu sais, qui me vient, hyper naturelle, hyper saine, genre vraiment primitive, quoi, et qui m'envahit, les larmes qui coulent. En face, les larmes qui coulent. Mon oncle. La mif qu'on s'était jamais vu, des gens que j'avais jamais vus, tu vois, en 25 ans de vie, tu vois. Il y avait juste l'histoire. L'histoire était racontée que Khaled, mon père, était tombé amoureux de Sylvie il y a 30 ans, tu vois, et tout. Et des deux côtés de la Méditerranée, si on peut dire pour le pathos, il y avait cette histoire qui existait, mais qui était vraiment loin dans un coin de la tête. Et là, l'émotion qui arrive, qui transperce tout le monde, vraiment, c'était ce que j'étais venu chercher, c'est arrivé à ce moment-là. Et on se prend dans les bras, il n'y avait pas le Covid à l'époque, donc tu vois, c'était cool, on se fait des gros câlins. C'était magnifique. Et on parle pendant des heures, on mange encore du mouton, c'était là, et on mange du mouton. Et à un moment, mon oncle, il me dit, tu sais, ton père, je lui parle plus. Ton père, ça fait 10 ans que je lui parle plus. Et je lui dis, ah bah merde,
c'est con, c'est un peu con quand même. Et il me dit, je vais l'appeler. Bledy, tu vois, je vais l'appeler. Wow. 10 ans qu'il l'a pas vu. Ouais. Wow. Il prend le téléphone. C'est chargé, ça. C'est chargé, ouais. Et moi, genre, j'étais là, ok, tu vois. Il prend le téléphone, il l'appelle, il répond. En vrai, en 5 minutes, tu sens, ils se réconcilient. Tu sais, ils attendaient que ça, que l'un ou l'autre appelle. Fierté, tu vois. 10 ans qu'ils ne s'étaient pas parlé, 10 ans. Et il lui dit, ouais, il y a Patrick Karim en face. Il y a Patrick Karim qui est là, tu vois. Et il me passe le téléphone. Tu vois, mon oncle, il est cash. Tiens, je l'appelle. 10 ans qu'il l'a pas. Tiens, il y a ton fils. 20 ans, j'ai jamais vu. Tu vois. Il me passe le téléphone. T'as jamais vu ton père? J'avais jamais vu. T'as jamais connu ton père? Mon père est parti quand j'avais 3 ans. Donc t'as jamais de souvenir, aucun souvenir. La mémoire n'existait pas encore. Non. Je me souviens vaguement, c'est trop bizarre, espèce de mémoire résiduelle. Je me souviens qu'il m'a donné un chewing-gum que j'avais pris comme ça, j'étais tout petit. J'ai juste cette image résiduelle de prendre un chewing-gum comme ça. C'est très touchant. Que mon daron me donne. Très touchant. C'est la seule image que j'avais de lui. Après, j'ai vu plein de photos. Je sais que, donc, comme je te disais, c'était un ancien militaire, surtout un ancien moudjahidine, tu sais, les guerriers donc, des années 60, les guerriers de la liberté, de la guerre d'indépendance. Ce sont ces mêmes moudjahidines qui ont libéré l'Algérie pendant la guerre civile. Il faut le savoir. Au final, c'est eux qui ont repris les armes, c'est eux qui ont libéré le pays une deuxième fois dans les années 90. C'est très important de le dire, ça. Et bref, il me tend le téléphone, mon oncle. Tiens, c'est ton fils, en gros. Il dit ça à mon daron. Et moi, au téléphone, je prends. Et pareil qu'avec mon oncle, quand on s'est rencontrés, un blanc d'émotion, même au téléphone, il était palpable. Tu sais, parfois au téléphone, tu la sens l'émotion, même si la personne est loin, à l'autre bout du fil. Je dis, pour déconner à moitié, mais en même temps submergé encore, je lui dis, allô papa. J'avais jamais dit papa de ma life, tu vois. Allô papa. Et là, il rigole, j'entends genre, ah, Patrick. Une voix de Chibani, il avait 60 ans déjà à l'époque, tu vois, Chibani les petits vieux, et il dit, ah Patrick, il rigole avec moi, tu vois, au téléphone. Et je lui dis, comme mon oncle, je dis, attends, j'arrive. Tu vois, il était à Alger, là j'étais à Barika. Le lendemain matin, c'est quoi, c'est 300 km? Plus encore, c'est 6 heures de route, en gros. D'accord. Dans mon souvenir. Le lendemain matin, je lui dis, attends, j'arrive pour déconner. 6 heures de route en Kia. Mais non. Alors là, j'étais avec mon oncle, qui a un break familial plus fun, tu vois. Là, justement, j'avais lâché du coup mon pote Jean-Jacques et le père de mon pote algérien. Et le mec qui se faisait opérer à cœur ouvert aussi. Voilà, lui, il a attendu. Lui, il a attendu. Et c'est normal. Quelques jours. Et c'est normal. Il a patienté, tu vois. Voilà. On prend la caisse le lendemain avec mon oncle pour aller à Alger. C'était pas prévu, hein, tu vois, c'était pas du tout prévu pour lui, ni pour moi. Mais voilà, j'ai fait des allers-retours en Algérie, des 6 heures de route tous les 2 jours pendant une semaine, quoi, tu vois. Ça faisait complètement partie du trip Globetrotter et tout. Ça, c'était vraiment fou. Je me rappelle que c'était le road trip, le vrai road trip, tu vois. On prend la caisse, on va à Alger. Mon père nous accueille dans son bureau parce qu'il voulait pas me présenter, bien sûr, tu sais, sa femme, ses enfants, c'était tout de suite compliqué, mais il voulait absolument me voir. Il nous accueille dans son bureau et direct, le premier truc qu'il me fait, avant même, je crois, de me prendre dans ses bras, il me tend une enveloppe de cash. Il me tend une enveloppe de cash avec des dinars dedans, tu vois, il y avait de la thune. Et j'étais là, genre, bah, merci. Et après, il me regardait comme ça. Il me regardait, tu sais. Il y a pas eu l'énorme émotion submergente que j'avais eue la Pourquoi veille. Cette enveloppe? Je sais pas, tu sais, encore une fois, je sais pas, c'est du père au fils, tu vois. C'est ce qu'il s'est dit maladroitement. Tiens, je vais lui donner du cash pour qu'il s'amuse, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien. À peine en m'ayant dit bonjour, tu vois, il me serre la main, je remarque, il était petit. Il s'était rapetissé, il commençait à rabougrir, c'était un vieux monsieur, Chibani, tu vois. Mais je remarque quand même, quand il me tend l'enveloppe, on a exactement les mêmes bras, exactement les mêmes mains. Et j'étais là genre, ah ouais, bon, c'est le daron, tu vois. De tête, je ressemble plus à mon oncle, mais après, le corps et tout. Tu ressembles beaucoup, j'ai vu la photo, c'est vrai que c'est bluffant. Ah oui, t'as vu en plus, toi, tous ces docs-là. Et donc, voilà, tu vois, donc, émotion quand même, mais émotion plus virile, tu vois. Il me regardait comme ça. Et il parlait plus très bien français, alors qu'avant, il parlait très bien français. Et il me regardait, tout souvent, il me regardait comme ça. Et dans les yeux, je voyais genre, c'est Gueudin. c'est clair. C'est Gueudin. Sur la tête de Wham, c'est ouf. Ouais, c'est ça. Et tu sais, il disait, et au lieu de dire c'est Gueudin, c'est ouf, tu vois, il disait genre, Patrick. Tu vois, j'étais là genre, ouais, c'est moi, tu vois. Vraiment le fils perdu, quoi. Et donc voilà, émotion. Et je comprends, il passait par mon oncle pour me dire des trucs, comme il parlait pas bien français. On reprend la caisse, il allait m'emmener me faire un tour de ses potes berbères. Il avait un mariage, genre 3 jours après, où il devait aller, de ses potes berbères, anciens combattants de la guerre d'indépendance. Donc que des petits vieux, dans des tentes, tu vois. J'ai fait un mariage berbère, c'était ouf. Mon daron, quand il sort de son bureau, qu'il sort de chez lui, il prend ses clés, ses cigarettes et son gun. Il a toujours un fucking gun. Il a un gun. Beretta 92 FS qui range dans son petit 4x4 japonais, là, genre un Suzuki, un truc comme ça. Toujours un gun. Quand t'as traversé 2 guerres, gars, et ça c'est vraiment le truc qui cristallise mon daron, je pense,
traverser une guerre d'indépendance, une guerre civile, en vrai, le flingue. J'ai capté, on m'a raconté, il a pris le maquis quand il avait 14 ans, tu vois. Mon oncle et mon père viennent d'une famille assez aisée en Algérie, tu vois, un peu bourgeoisie algérienne. Mais lui, il s'est cassé à 14 ans pour faire la guerre, quoi, tu vois. Et toute sa vie, elle est conditionnée par le fait qu'il a traversé 2 guerres. Ton père, tu le revois, excuse-moi, mais ouais. Avant de partir dans les mariages berbères et tout, il t'a donné l'enveloppe de cash. Il te serre la main, il dit Patrick Karim, il parle avec ton oncle. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Comme je te dis, on n'a pas beaucoup parlé, on s'est surtout observé. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, à ce moment-là? Alors, la décharge d'émotion, elle est vraiment arrivée avec mon oncle, avec qui j'ai gardé des super rapports. À ce moment-là? À ce moment-là, le daron, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une distance entre nous, mais c'est parce que par rapport à lui qui il était, tu vois. C'était par rapport à lui qui il était. Pas familier avec moi, mais content de me voir. Mais j'ai compris très vite, comme je te dis, que c'était un gars assez bourru, qui mettait une distance et mine de rien... Comment tu l'as vécu, ça? Pas trop mal. J'étais déjà un adulte à l'époque, tu vois. J'étais vraiment venu chercher, pas vraiment des réponses. Je les connaissais, les réponses. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas resté, qui n'a pas donné de nouvelles. C'est aussi ça, tu vois. Mais j'étais pas venu pour lui jeter la pierre, pas du tout. Quand je l'ai vu, c'était plus... C'est quand même un beau travail de ta part d'arriver sans a priori, sans vengeance, tu vois. Bah oui, mais j'avais déjà guéri de ça avant d'arriver, tu vois. Je m'étais pas... Et l'oncle, ça faisait 10 ans qu'il s'était pas vu et c'était fluide, quoi. Ça a été assez fluide, assez rapidement. Comme je te dis, la décharge émotionnelle, ça a été... le premier contact avec ma famille algérienne, mon oncle, ses filles, sa femme, ses enfants, là, c'était vraiment extrêmement fort. Avec mon père, bizarrement, c'était pas froid du tout, mais c'était plus cordial. C'est un mec, j'ai l'impression il en a tellement vu que, tu sais, il est un peu déconnecté de ses émotions. Et je l'ai complètement compris, en fait, j'ai intégré comme ça. Mais par contre, l'aventure continuait, ça c'est clair. On part dans le désert, on passe par Bentala, hyper chelou, tu vois. On arrive dans le désert, mariage berbère, là. Mon daron qui tire en l'air à qui mieux pendant le mariage, tu vois. T'imagines le mariage, c'est genre... t'imagines tu tires en l'air avec un gars dans un mariage, ça cassait les oreilles, j'hallucinais, tu vois. Avec les you-you et tout, c'était un truc de ouf. Mais normal, pour eux, c'est casual, tu vois, ça se passe comme ça. Et du coup, voilà... ce qu'on appelle un vendredi pour eux. C'est un vendredi de mariage. C'est une petite fête, quoi. Petite fête entre amis. c'est un petit brunch. Et donc, j'y suis retourné une deuxième fois en Algérie l'année suivante. Ça m'a amené beaucoup de souvenirs, beaucoup d'images qui me sont restées. J'étais venu chercher ça. Donc voilà, c'est ça les moments qui, moi, ont forgé ma personnalité aussi en tant qu'adulte et qui font que parfois, je prends mon courage à deux mains pour faire ce genre de choses. Parce qu'en fait, ça, c'est un thug move de ma vie, tu vois. C'était un thug move par rapport à ma propre vie. Un pied de nez à l'adversité, un pied de nez à « Ah, je me sens pas bien, ah, je connais pas mon père et tout et tout ». Je voulais sortir de ça et du coup, j'ai été... Face à ta peur et tes angoisses, t'as fait un thug move. Créer des images, créer des souvenirs pour essayer de reconstruire un petit peu et puis surtout d'aller de l'avant, tu vois. Passer à autre chose. Alors, aujourd'hui, est-ce que ça a rempli une case dans ta vie? Est-ce que c'est un check? Est-ce que ce pied de nez t'a fait du bien, t'a fait grandir? Je pense, et de plus en plus, en fait, tu vois. Je sais plus qui je suis. Et j'ai vu la personnalité de mon daron, j'ai compris qu'il avait un énorme passif, comme je te dis. Tu vois, on a l'impression que le contact a été froid. J'ai presque plus parlé de mon oncle, avec qui je suis resté en contact et qui est un mec extraordinaire. Mais mon père, il y a eu un truc où j'ai vu que c'était un ancien guerrier, tu vois. Ancien guerrier, déconnecté de ses émotions, très solitaire. Il a une petite maison à Mdoukkal, il est le seul à y aller. Il cultive sa menthe, tu vois. Autour de sa baraque, il y a des barbelés, tu vois. Il vit comme ça. Il vit dans un truc... c'est un ancien combattant. Un ancien combattant qui n'est pas, lui, connecté beaucoup à ses émotions, j'ai l'impression. Il m'a appelé une fois, il y a déjà presque 10 ans, tu vois. Parce que l'histoire donc, date de 2005. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Mon oncle m'en donne, je sais qu'ils se sont réembrouillés, tu vois, naze. Et voilà, quoi, tu vois. Les histoires... Après, des histoires comme ça, je reviens là-dessus, je sais qu'il y en a des dizaines. Et si je voulais la raconter là, à l'antenne, c'est que je sais qu'il y a des gens qui vont se connecter à ça, et à leur manière, ils ont vécu quasiment la même chose. Mais ceux qui vont chercher la personne qui manque, je crois qu'ils sont plus rares. Et de l'avoir fait, je sais que oui, ça m'a apporté. Ça a confronté aussi, bien sûr, hein, parce que, comme je te dis, c'est aussi un gars qui n'était pas là. Je suis pas venu pour le juger, pas venu pour l'attaquer, pour lui dire genre « Papa, t'étais pas là », tu vois, je ne sais quoi, tu vois. Mais je l'ai confronté, lui, à ses émotions. Patrick, je l'ai réveillé. Patrick Karim, you miss me. Patrick. I miss you. Je l'ai réveillé, je pense. Je l'ai réveillé, je voulais faire... j'étais content de faire ça, un petit électrochoc pour tout le monde. Bravo. Et surtout pour moi, l'émotion qui te submerge,
la magie de ça, tu vois, hyper théâtral en fait, mais théâtral vrai. C'était un de mes plus beaux souvenirs de vie. De ma vie, je m'en souviendrai toute ma vie. Parfois on le dit, mais là c'est totalement vrai. Donc voilà. Merci Patrick d'avoir partagé ces histoires, c'est très touchant. Je connaissais pas. Je connais. Bah oui, mais c'est important. On partage des histoires et c'est ton histoire qu'on partage. Ouais, je voulais la raconter. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ça vraiment. Et je suis ravi de ce parcours de vie. Ça va peut-être parler à beaucoup de gens. Certains. J'espère. Ouais. Ça va peut-être réveiller des choses chez certaines personnes. Toutes les familles monoparentales, tous les enfants qui ont vécu ça, ils connaissent quoi. D'accord. Déséquilibre. C'est quelque chose que je ne connais pas, mais j'ai été attentif à ça en tout cas. Et merci Patrick Karim de rien. D'être venu nous voir. De rien, donc Tug Move de vie. Tug Move de vie. À bientôt pour une nouvelle histoire. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À quoi ? À Science et Vie. Abonnez-vous à Science et Vie, on les adore. Et on apprend toujours des trucs assez truculents sur la science et la vie. Bisous. C'est pour faire rigoler des gens.